Madame, Monsieur, merci de suivre ce magazine Au-delà de l'actualité. Notre thème de ce soir, c'est droits de l'homme et campagne électorale. Sur ce, nous recevons Maître Tshibanda Ndouba, Jean-Richard. Il est commissaire national et coordonnateur de la sous-commission permanente de droits civils et politiques à la Commission nationale des droits de l'homme. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Madame la journaliste. Je disais tantôt, vous êtes à la Commission nationale des droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos prérogatives? Les prérogatives de la Commission nationale des droits de l'homme. Oui, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en abrégé, est une institution d'appui à la démocratie de la République démocratique du Congo, comme la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Il y a aussi le CESAC. Il y a, dans notre pays, nous avons 3 institutions d'appui à la démocratie. La CNDH a comme prérogative de pouvoir enquêter, en grosso modo, parce qu'il y a plusieurs objectifs ou missions, mais ce qui englobe tout, c'est l'enquête sur tous les cas de violation qui puissent exister en RDC. Donc, tout ce que les citoyens congolais qui vivent en RDC ou à l'étranger connaissent comme cas de violation des droits de l'homme, la CNDH a les prérogatives de pouvoir l'accompagner. Voilà, donc vous avez un grand rôle à jouer en cette campagne électorale. Très grand rôle. À part ça, il y a aussi le rôle d'organes techniques du gouvernement en matière de droits humains. Donc, lorsque le Parlement prend une loi, la CNDH est appelée, avant qu'elle soit adoptée, est appelée aussi à prendre langue ou faire lecture de cette loi, de ces projets de loi. Et s'il est amendé, la CNDH propose au bureau. Et une fois qu'il y a harmonisation des textes, ça passe. Si nous constatons que ce texte n'est pas vraiment en harmonie avec la Constitution et aussi en harmonie avec les réalités de notre pays, nous avons cette compétence-là de pouvoir porter nos idées aux parlementaires, tout comme au gouvernement, qui aurait présenté ces projets de loi. Vous avez déjà lui à jouer ce rôle dans quelle loi, par exemple? Par rapport à quelle loi? Je n'ai pas bien compris. Vous avez déjà eu le CNDH, bien sûr. La CNDH, c'est la Commission nationale des droits de l'homme. Oui. Vous avez déjà eu à jouer ce rôle d'amendement d'une loi. Sur quelle loi, par exemple? Bon, il y a présentement la loi où la CNDH venait d'intervenir, c'est celle en rapport avec la défense et protection des défenseurs judiciaires. Nous avons été saisis pour ça. Parce qu'il faudrait d'abord comprendre que notre mandat a commencé en retard. Nous avons été investis le 27 janvier 2023 et pour prêter serment le 23 février. Donc, vous comprenez déjà que nous étions entrés en retard, mais pas en retard par rapport à l'évolution de beaucoup de lois ou projets de loi au niveau du Parlement. Qui a déjà été voté, sans que vous soyez là. Même côté CENI, le processus électoral avait déjà commencé et nous sommes venus ou arrivés un peu en retard. Vous l'avez trouvé en cours. Oui. Alors, s'il faut faire un état des lieux du droit de l'homme en République démocratique du Congo, de façon générale, qu'est-ce que vous direz? Bon, de façon générale, nous dirons que la situation au niveau du droit de l'homme, au niveau de la République démocratique du Congo évolue positivement. Par rapport aux années passées. Par rapport aux années passées.
il y a une bonne évolution. Mais notre appréciation, bien sûr, ne va pas rencontrer celle d'autres personnes ou organisations ou opinions. Oui. Donc, mais si nous devons être vraiment honnêtes, il y a évolution. Vous vous basez sur quoi quand positif, alors. Quand vous parlez de l'évolution positive, quel est le soubassement? C'est en rapport avec les statistiques des cas de violation des droits humains. Ça a baissé. Il y a baisse. C'était combien? Il y a baisse par rapport. Côté évaluation, c'est compliqué, mais il y a vraiment baisse. Vous-même, si vous êtes vraiment, vous voulez vous rendre compte, veuillez passer dans des milieux politiques, des sièges de partis politiques par exemple. Côté droit civil et politique, il y a quand même diminution des violations. Vous venez, même au niveau des tribunaux, il y a, et parquet, il y a diminution. Les programmes du gouvernement en rapport avec je peux dire quoi, la justice, comment le gouvernement avait dénommé ça, la promotion de la justice, les juges et les magistrats présentement, sur 100%, je peux dire que 80% ou 90% des juges ou magistrats travaillent avec conscience par rapport aux années passées. C'est dans vos évaluations. Oui, il y a quelques cas de violation, ça ne manque pas, mais il y a évolution. Qu'est-ce qui est à la base de cette évolution? Qu'est-ce qui a boosté cette évolution selon vous? Bon, premièrement, au niveau de l'État, c'est la volonté politique qui prime surtout. Lorsque il y a une bonne volonté politique en ce qui concerne, je peux dire dans tous les domaines qui constituent la vie de l'État, il y a quand même des changements qui s'annoncent. Oui. Et on sait évaluer cela selon l'appréciation de tout un chacun. Oui. Parce qu'on ne va pas satisfaire tout le monde. Il y a toujours des mécontents, des insatisfaits. Voilà. C'est-à-dire quoi? Maintenant, il n'y a plus des répressions de marche qui sont constitutionnelles, il n'y a plus des arrestations arbitraires, il y a moins, hein, comme vous avez dit. Il y a moins. Il y en a, mais moins. Oui. Il y en a, mais à moindre, je peux dire quoi, au moindre cas de violation. À moindre pourcentage. Oui. Alors, de la vie courante, la violation de droits de l'homme, ce n'est pas seulement dans la politique, la vie courante, la société, là, vous dites quoi? Bon, vie courante, ça dépend aussi des problèmes. Il faut distinguer les droits de l'homme intervient lorsque il y a la présence ou l'existence des cas de violation de la part de l'autorité publique ou privée. Public ou privé. Là, je pense que vous me comprenez. Je peux donner un exemple. Vous travaillez dans une société privée. Lorsque vous êtes lésé dans vos droits, à travers une décision quelconque prise par cette autorité de votre société-là, hein? Donc là, nous intervenons parce qu'il y a violation des droits de l'homme. Il y a déjà un responsable qui a lésé, qui a violé les droits. Même chose côté public, un ministre, un DG d'une entreprise publique, ce sont des autorités publiques. Donc, si elles aussi violent les droits, nous, droits de l'homme, nous intervenons. Donc, sauf s'il y a des histoires privées, familiales, ou bien des cas de violation au niveau de famille, là, vous n'intervenez pas. Là, ça s'arrange. Des faits dans des cachots, par exemple, ou oui, au niveau de la police, où on voit des gens qui interpellent ou arrêtent des paisibles des citoyens sans respecter les normes, hein, la loi. Là, vous n'intervenez pas. Là, on intervient. Lorsqu'il y a une autorité, si par exemple un commandant de police, hein, d'un sous-SIAT,
il envoie sur le terrain ses collaborateurs. Et ceux-là vont aider en faisant en accomplissant leur mission, ils commencent à arrêter les gens abusivement. Il y a une violation. Parce que lorsque nous allons venir, nous demandons le responsable. Qui est responsable de tel autre service? Et nous entrons en contact avec lui. Travaillons, il y a ça. Par exemple, nous présentons notre ordre de mission. Et ici, il faut enquêter les cachots. On va là-bas. C'est là où on découvre. Il y a des cas d'arrestations arbitraires. Il y a des cas de ce qu'on appelle des infractions bénin ou bien des cas de violations bénin. Et ça demande une libération immédiate. Okay. Des cas pareils. Sauf s'il y a maintenant infraction consommée. Donc, la victime qui est aux arrêts aille à commettre réellement l'infraction pénale, par exemple. Là, si la personne a déjà passé au-delà de 24 heures au niveau des cachots, nous demandons aux responsables de les transférer devant les magistrats compétents pour pouvoir démarrer avec l'instruction. Plus souvent, il y a des violations. Oui, là, il y a le cas de violation et nous demandons à l'autorité de pouvoir réparer. Et dans les cas d'espèce, c'est de pouvoir transférer ces délinquants-là devant son magistrat pour être entendu ou jugé. Cela dépend des cas. Ça se passe comment avec la population? Parce que vous êtes la Commission nationale de droits de l'homme, votre institution. Ça se passe comment? Est-ce que vous êtes en contact direct avec la population ou soit il faut passer ailleurs pour que les dossiers arrivent vers vous? La CNDH coopère avec toutes les institutions pour accomplir sa mission et donc coopérer, et donc collaborer avec toutes les institutions du pays. Pas la population directe. Bonne population. Des individus, allais-je dire. Oui, parce que la CNDH traite tous les cas de violation, que ce soit provenant des personnes physiques ou morales. Donc, une personne morale peut saisir la Commission nationale des droits de l'homme en cas de violation de ses droits. Même chose pour les personnes physiques. Une personne physique qui est lésée dans ses droits peut saisir la CNDH pour pouvoir l'accompagner. Et nous, dans notre mission, lorsque nous démarrons avec les cas, la première mission, c'est de pouvoir amener les deux parties à se réconcilier. Donc, s'il y a impossibilité de concilier les deux parties, là maintenant, nous orientons la victime vers l'instance judiciaire compétente. C'est comme ça qu'on travaille. Voilà. Maître Jean-Richard Tshibanda Ndouba, nous sommes en pleine campagne électorale en perspective des élections du 20 décembre 2023. Alors, vous faites aussi une observation, un monitoring par rapport au respect des droits de l'homme pendant cette période électorale, la période de campagne électorale. Oui, comme je disais, que, je peux dire quoi, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Et tout être humain aussi n'est pas parfait. Donc, la loi qui réglemente la campagne est bel et bien là, qui est produite par la CENI. Les opérateurs politiques sont appelés à la respecter. Mais les cas de violation ne manquent toujours pas. Il y en a aussi cette fois-ci. Il y en a. Je peux donner l'exemple. Il y avait précision de la date prévue pour le début de la campagne électorale. Mais si vous constatez, la campagne a commencé avant la date prévue. C'est une violation de droits de l'homme. C'est déjà une violation. Ouais. C'est déjà une violation des droits de l'homme. Mais si vous allez vous approcher ces politiciens-là, que vous avez violé, il ne fallait pas,
ça va se retourner. Parce qu'ils consomment ça toujours. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes quand même mis On est obligé. La loi est dure et, comme on dit, c'est ça. C'est de l'ex. D'où à l'ex, c'est de l'ex. Ouais. Donc c'est un peu ça. Ça commence toujours. Il y a, par exemple, ceux qui viennent arrachent les banderoles, les affiches d'autres candidats. C'est aussi une violation des droits. C'est une violation des droits. Donc, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Il y a aussi des messages de haine. Hein? Ça aussi. L'intolérance. Tout ça. Vous avez enregistré tout ça. Oui. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Et c'est à la fin de chaque activité ou de chaque événement que nous arrivons à produire un rapport quant à ça. Donc, il y aura un rapport qui sera produit à la fin de la campagne. Mais, comme nous accompagnons tous les processus électoraux, donc, et nous ferons tout ça à la fin du processus. À la fin du processus. On revient, alors j'aurais une question à vous poser sur ça, mais on revient d'abord sur ce que vous avez eu à énumérer comme violation de droits. Vous avez dit l'intolérance, les gens qui déchirent les affiches des autres, des messages de haine, il n'y a encore pas? Il y a les injures. Les injures ne manquent pas. Les injures ne manquent pas. Dans les discours des politiciens, ça ne manque pas. Ici, celui-ci, par exemple, ne cite pas directement les noms, mais à travers son message-là, vous comprenez que celui-ci s'adresse à tel ou tel autre candidat. Et c'est une violation de droits. Ce sont des violations. Que beaucoup ignorent d'ailleurs. Ouais. Que beaucoup ignorent. Nous sommes appelés à faire un effort. Notre démocratie, comme on a toujours dit, ça que les politiciens disent, elle est encore jeune. Et c'est un effort qu'on doit fournir pour amener les politiciens à comprendre ce que c'est la démocratie. Jeune après 3 cycles. Et les jeunes. Toujours. Si il faut commencer, si nous pouvons comparer cela avec l'évolution scolaire d'un enfant. Donc, c'est qu'il serait, l'envoi, c'est en 3e. Est-ce qu'il faut comparer? Est-ce qu'il faut le mesurer? Bon, il faut différencier l'époque électorale actuelle avec l'époque électorale ancienne ou les époques anciennes, parce que les élections n'ont pas commencé seulement avec l'ex-président Joseph Kabila dans notre pays. Ça a commencé avant l'indépendance. Avant l'indépendance. Oui, en 1958, si je ne m'abuse pas. Et là, vous vous souvenez, il y a l'ex-président Feu Kasavubu. Il était élu bourgmestre de la commune de Kassavou. Il y a eu élection. Il est vrai que en ce temps-là, on n'avait pas organisé les élections partout. Hein? Les élections n'étaient pas générales ou généralisées. Il y avait, c'était sectoriel. Donc, on avait ciblé quelques villes pour pouvoir organiser les élections. Et après Kasavubu, il y a eu l'époque de Mobutu. Il y a eu élection. Kasavubu, c'était avant, non, 58, c'était l'époque belge. Après l'indépendance, en 64, il y a eu élection. En 65, 64, je pense 67 ou 77 comme ça, il y a eu élection. Jusqu'aux années 87, il y a eu élection dans ce pays. Moi, je m'en souviens, j'ai eu à voter en 87 les commissaires des zones. Aujourd'hui, ce sont les bourgmestres. Nous avons voté. On avait voté les commissaires du peuple. Aujourd'hui, ce sont les députés nationaux. On avait voté. Donc, il fallait, bien qu'il y avait le système du parti unique, mais on organisait les élections. Il y avait moins de violations de droits de l'homme, hein, face à... Même chose. C'était des partis, même à l'époque, des partis uniques. Même à l'époque, il y avait toujours une concurrence sur le terrain. Parti unique? Oui, il y avait toujours concurrence. Les gens se bagarraient, donc les sporteurs les uns des autres se donnaient le coup comme ça. Ça arrive. Quand il y a un mouvement de masse, il y a toujours les cas de violation. Ça ne peut pas manquer,
mais à degrés différents. Ah. C'est que ça fait avec le multipartisme, c'est vraiment... Oui, maintenant, le multipartisme, parce que nous comprenons mal la démocratie. Nous disons que c'est la loi de la majorité, c'est le règne de la loi, tout ça. Et on utilise mal cela, ce mot-là. Je peux me trouver au milieu des gens, je commence à fumer. Lorsque quelqu'un qui ne fume pas me fait cette remarque-là, mon frère, est-ce qu'il y a possibilité d'aller un pas à côté, hein, parce que votre fumée-là nous dérange? C'est mon droit. Je veux la démocratie. C'est ça le problème. Donc les gens ne savent pas que la démocratie, c'est vrai, je suis libre de faire ce que je veux, mais je dois tenir compte d'une deuxième personne, de l'autre personne qui est à côté de moi. Donc, mes droits se limitent là où c'est des autres, où c'est de l'autre commence. C'est comme ça en démocratie. Mais si chez nous, on n'a pas encore compris ça, on pense qu'ils sont autorisés à tout faire, même au milieu, partout, tout ça. On ne tient pas compte des droits de l'autre. C'est pas bon. Mais est-ce que vous vous sensibilisez dans ce sens-là, vous étant que... C'est l'une des missions de la Commission nationale des droits de l'homme. Vous attendez à la fin pour faire un rapport, comme vous avez dit? Non. La Commission nationale des droits de l'homme, j'évolue petit à petit. Vos questions m'amènent toujours à donner la mission, une à une de la Commission. Donc, la Commission nationale des droits de l'homme fait aussi la promotion et la protection des droits de l'homme. Et dans tous les deux cas, il y a des activités qui sont organisées. Dans le cadre de protection des droits de l'homme, dans le cadre aussi de la sensibilisation et promotion des droits de l'homme. Et la sensibilisation, par exemple, fait partie de la promotion. Donc, on approche les populations à comprendre ce que c'est les droits de l'homme. Vous comprenez là, droit et puis l'homme. Donc tout ce qui concerne l'être humain, c'est notre matière, notre domaine de travail. C'est un grand travail. Un très grand travail. On voit aujourd'hui des gens, tout le monde se présente comme activiste de droits de l'homme. Est-ce qu'ils sont tous là répertoriés chez vous à la CNDH? En principe, non. Mais c'est comme ce que je disais, on a maintenant dans notre pays une loi qui protège et qui défend les défenseurs judiciaires, des droits de l'homme plutôt, les défenseurs des droits de l'homme. C'est à partir de cette loi qu'il est maintenant prévu ou autorisé à la CNDH de pouvoir identifier les activistes des droits humains. Mais auparavant, ce sont des acteurs indépendants, hein, parce qu'ils sont des acteurs indépendants qui évoluent dans des associations privées. Donc, une personne ou un individu crée son association, approche les autres, il crée l'association avec comme mission, une des missions, la défense des droits humains, la protection des droits humains. Tout ça, ils se font former, tout ça. Ils deviennent activistes des droits humains. Maintenant, le cas de la CNDH, c'est différent parce que la CNDH, c'est une institution de l'État. C'est une institution de l'État. Vous pouvez évoluer dans les associations privées. Si vous avez des ambitions pour vous retrouver un jour au sein de la CNDH, vous pouvez le faire. Au moment où on communique, par exemple, le recrutement, donc vous déposez votre dossier. Voilà, si vous répondez aux critères, le bureau de l'Assemblée vous sélectionne et puis un jour vous devenez membre de la Commission sur les droits de l'homme. Mais avant ça, vous êtes dans votre association respective comme activiste. Alors vous n'avez pas leur contrôle, ils sont nombreux. Hein, ils sont nombreux. Jusqu'à présent, on n'a pas encore commencé avec l'identification. D'abord, c'est un point qui n'a pas enchanté les défenseurs parce que c'est en quelque sorte
restreindre la liberté. La liberté, c'est ce qui est un peu difficile. Mais voilà, vous avez dit tout à l'heure, monsieur Jean-Richard Tshibanda, maître Jean-Richard Tshibanda, que vous êtes en train de répertorier ou de faire toute violation de droits de l'homme qui se passe en cette période de campagne électorale et que vous allez faire un rapport à la fin. Et quelle serait la finalité de ce rapport? Oui, ça dépend, parce que là, je vous ai dit que nous sommes un organe technique du gouvernement en matière des droits de l'homme. Nous sommes un organe technique de l'Assemblée ou du Parlement en matière des droits de l'homme. Donc, et lorsque nous déposons nous constituons ou nous élaborons notre rapport, il y a des instances précises ou des institutions précises auprès de qui nous déposons nos rapports. Et cela dépendra maintenant de l'exploitation de ces rapports-là, des remarques faites, tout ça, de la part des autorités ou des responsables des institutions. Vous déposez et c'est fini. Le reste n'est pas Non, nécessaire. pour le reste des travaux, ça dépend. Ça dépend des matières. Ça dépend des matières. Il y a des fois, on nous approche, on débat. Tous les jours de présentation, on expose. On expose et après, on dépose. Il n'y a pas de sanctions prévues dans... Des censures. Oui, peut-être des sanctions, si on peut parler en Oui. ces termes, c'est-à-dire que le groupe ou les partis politiques qui a commis des violations de droits de Non, l'homme. non. La CNDH est une institution indépendante. Pas vous, mais là où vous allez déposer vos rapports. Oui, parce que lorsque nous déposons, nous avons dû à travailler minutieusement. C'est un travail bien réfléchi, bien mûri. Bien mûri. Lorsque nous vous déposons nos rapports, ou notre rapport, vous n'avez pas à corriger, à contester ou quoi, non. Parce qu'avant de le faire, nous nous référons au rapport d'enquête ou des enquêtes organisées. C'est à l'issue des informations qu'on aurait obtenues à travers nos enquêtes qu'on arrive à produire les rapports. La finalité, c'est ce qui est C'est important. pour être exploité et corrigé. Qui, des partis politiques. Oui, de toute autorité. Toute autorité Pas partis privée politiques, ou parce que publique. nous sommes dans le contexte de la campagne le électorale. contexte parti politique, C'est le oui, campagne électorale. oui. Puisqu'il y a des activités qu'on organise, et qu'on organise plutôt avec les partis politiques. On avait fait une sensibilisation avec quelques partis politiques, toujours dans le cadre de les sensibiliser à ne pas violer les droits de l'homme. Sensibilisation. Sensibilisation. Sans mesures contraignantes. Non. Vous Non. vous limitez à la sensibilisation. Pourquoi Nous ne pouvons pas être à la fois juge et parti. Nous menons des enquêtes, nous obtenons des informations, nous les constituons dans un document qu'on appelle rapport. On remet à qui des droits. Nous, notre mission est celle-là. On saisit maintenant les autorités compétentes pour pouvoir appliquer. Ce n'est pas à notre niveau de pouvoir les appliquer ou les opposer aux violeurs. Non, non. Il y a des instances bien indiquées qui doivent se saisir des cas, par exemple, pour pouvoir déclencher le dossier au niveau de justice. Ce n'est pas à notre niveau. Vous vous arrêtez là, vous n'avez pas de suivi jusqu'à la fin pour voir est-ce que notre rapport a produit des résultats escomptés, est-ce que c'est pas, on les a pas gardés dans les tiroirs. Non, ça doit servir d'exemple. c'est exploité. Ça doit servir d'exemple pour c'est ça qui aide d'ailleurs. Oui. Oui, c'est ça qui aide les changements dont je parle, dont je fais allusion qu'il y a évolution. Il y a évolution. En tout cas, les autorités appliquent ou respectent nos remarques et changent au moins leur façon de faire.
Alors, il y a quand même évolution. Oui. Dans le cadre du principe de continuité de l'État, vous êtes au CNDH, vous avez trouvé des rapports par rapport au cycle précédent. Est-ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a eu évolution, droit de l'homme? Là, on parle dans le contexte de la campagne électorale. Mais c'est ça qui a fait ce constat, qu'il y a quand même évolution par rapport au nombre de cas de violation constatés par l'équipe précédente, l'équipe que nous avons remplacée. Oui. Si nous comparons les statistiques et ce que nous vivons maintenant, il y a une différence. Donc c'est déjà, ça nous donne la réponse que oui, il y a évolution positive. Voilà. Merci Maître Tshibanda Ndouba, Jean-Richard. Je rappelle qu'il est commissaire national et coordonnateur de la sous-commission permanente de droits civils et politiques au sein de la Commission nationale des droits de l'homme. Avec lui, nous avons évoqué le sujet droits de l'homme et campagne électorale. Vous avez un dernier mot, monsieur? Je n'ai pas bien saisi. Un dernier mot. Dernier mot. Oui. Par rapport au thème que je viens de rappeler tout à l'heure, droits de l'homme et campagne électorale. Le droit de l'homme est là pour aider tout le monde. Et ce n'est pas que c'est seulement les politiciens ou je ne sais pas qui sont censés saisir la Commission nationale des droits de l'homme. Nous sommes là pour tout le monde. J'appelle d'abord tout citoyen congolais qui vit en RDC ou à l'étranger, qui est lésé dans ses droits, de ne pas hésiter de nous saisir. Tous les droits. Tous les droits. Tous les droits. Sonore, c'est ça qu'il parle. Tous les droits. Parce que on n'a pas assez de temps, je peux bien expliquer ce que c'est la CNDH. Et là, j'allais même vous démontrer effectivement que nous intervenons dans tous les droits. Parce que si vous venez dans les cas des droits du travail, tout ça, il y a une commission qui est chargée de ça. Vous avez plusieurs droits. Nous avons plusieurs commissions, il y en a 5 au total. Il y a une commission qui s'occupe des droits des femmes et enfants. Il y a une commission ou sous-commission qui s'occupe des droits économiques, sociaux, culturels et tout ça. Il y a une sous-commission qui s'occupe des droits collectifs. Il y a une sous-commission qui s'occupe des droits civils et politiques, celle que moi j'anime. Il y a une sous-commission qui s'occupe des droits des personnes vulnérables dans sa globalité ou dans leur globalité. Donc, c'est que chaque catégorie sociale se retrouve, donc qui est lésée dans ses droits. En tout cas, si elle saisit la CNDH, il y aura gain de cause. Et à part ça, je vais interpeller tous les activistes politiques de pouvoir respecter, de veiller vraiment au respect des droits des autres. Les droits de l'autre, de l'autre, pour qu'on arrive à créer une société qu'on a toujours dite imaginaire, bien, tout ça, sans violation des droits humains, démocratique et totalement, tout ça. Donc, nous devons arriver à créer cet état-là. Donc, un jour, au moins en RDC, qu'on parle d'un pays réellement démocratique et respectueux des droits de l'homme. Merci, Maître Tshibanda Ndouba, Jean-Richard, commissaire national et coordonnateur de la sous-commission permanente de droits civils et politiques au sein de la CNDH. Madame, Messieurs, c'est la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.